Donc, nous présentons un atelier qui s'appelle « Laissons les hydrocarbures dans le sol et exigeons la transition ». Alors, c'est le thème d'une campagne que mène le réseau militant écologiste de Québec solidaire. Ce que fait le réseau, c'est qu'il réunit l'ensemble des militants et militantes de Québec solidaire qui sont dans les groupes écologistes. Ils sont déjà des intervenants, mais ce qu'on veut faire, c'est les regrouper pour défendre que les thèmes environnementaux soient plus présents, puis soient mieux connus, puis qu'on s'inspire d'eux pour que Québec solidaire tienne un discours conséquent sur cette problématique. Alors donc, allons-y pour ce thème-là. Alors, je commence par la crise climatique, fondements et conséquences. Alors, ce qu'on dit, ce que les environnementalistes disent, et nous, on s'inscrit dans cette logique-là, une nouvelle période dans l'histoire de l'humanité. Hein? Nous sommes dans une nouvelle période. Et cette nouvelle période va s'ouvrir avec le 20e siècle, mais particulièrement à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, comment se caractérise cette période? C'est celle où ces activités, les activités humaines, ont un effet majeur sur le climat et l'environnement de la Terre entière. C'est-à-dire que les activités humaines, les activités industrielles, les activités d'extraction font qu'il y a un changement dans le climat, il y a un changement dans la biodiversité, et on appelle cette période l'Anthropocène. Pourquoi anthropos, qui vient du grec humain, hein, et scène qui est une période, hein, comme on appelait l'Holocène ou le Pléistocène avant. Donc on est dans une période effectivement où les grandes caractéristiques climatiques et environnementales de la Terre sont changées à cause de l'activité humaine. Alors, ces activités-là, ils sont marquées par quoi? Par l'utilisation d'énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, pour les besoins de production, pour les besoins de transport, du chauffage et de l'éclairage. Alors, c'est une période amorcée au terme de la Seconde Guerre mondiale, puis où il y a une accélération absolument importante de consommation d'énergie, de consommation d'eau potable, et aussi une explosion démographique où la population a vraiment passé au début du siècle, du 20e siècle, au début de ce siècle, autour d'1 milliard à maintenant 6 milliards d'humains. Alors, effectivement, les activités humaines, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une concentration des gaz à effet de serre qui mène à un réchauffement climatique et il y a des phénomènes météorologiques extrêmes. Alors, il y a la fonte des glaces au pôle et la montée du niveau des océans. Puis là, on voit que même déjà des îles dans le Pacifique, les gens doivent s'en aller, quitter. Il y a une multiplication des phénomènes comme la sécheresse, les inondations, le renforcement du nombre et la force des ouragans. Et on s'en va non simplement vers un réchauffement climatique, mais on s'en va vers un basculement, c'est-à-dire une situation où on ne pourra plus avoir l'eau potable disponible, où l'agriculture et la production alimentaire risquent de s'effondrer. On s'en va vraiment vers une catastrophe pour l'humanité. Alors, il y a un effondrement, bien sûr, de la biodiversité, c'est-à-dire que 44% des espèces de poissons, par exemple, atteignent les limites de leur exploitation. Une grande extinction est attribuable à l'activité humaine. Aujourd'hui, on parle d'une 6e extinction, parce que quand on remonte dans l'histoire de la Terre, il y a eu des grandes extinctions, comme la disparition des dinosaures, mais maintenant, 10 à 30% des espèces de mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens sont actuellement en voie d'extinction. Donc, on est vraiment dans une situation extrêmement difficile. Alors, si on ne réduit pas radicalement les activités qui provoquent le réchauffement climatique, bonjour, on s'en va vers un basculement radical des conditions de vie. Et en plus, non simplement on s'en va vers une transformation des conditions de vie, mais on est dans une situation à l'heure actuelle, il va y avoir des migrations massives liées au réchauffement climatique. Tous les gens commencent à parler de discussions sur les migrations. Là, ils parlent de 400, de 4000, de 5000, de 10 000 personnes, mais ce n'est pas ça qui vont s'en venir. C'est des millions de personnes qui vont qui vont se déplacer, puis qui commencent déjà à se déplacer, puis qu'effectivement, ce ne sera pas possible d'empêcher ça par des murs quelconques. C'est-à-dire que les migrations massives au niveau climatique vont changer la surface de la Terre, et c'est sur ce qui s'en vient maintenant. Alors, les gens ne font pas une analyse assez sérieuse et assez radicale de la situation. Et quand on le fait, on voit que c'est assez clair. Il y a eu, bien sûr, depuis
depuis les années 80, et particulièrement depuis le grand sommet de Rio en 1992, il y a un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qu'on appelle le GIEC, a sonné l'alarme. Puis en novembre 2017, 15 000 scientifiques ont fait un avertissement. Ils ont sonné l'alarme. Ils disent, si vous n'abaissez pas la production de gaz à effet de serre de façon radicale d'ici 2050, donc si vous ne sortez pas de l'économie basée sur l'utilisation des énergies fossiles, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, on va se passer dans une situation où le maintien de la possibilité de construire une civilisation humaine dans des conditions respectables ne sera même plus possible. Donc, c'est vraiment un appel, mais on verra comment les gens réagissent. Depuis 1992, non seulement l'humanité, puis c'est ça, ils font le bilan en 2017, puis leur bilan de ces scientifiques-là, ils disent, depuis 1992, c'est-à-dire depuis le sommet de Rio, non seulement l'humanité a échoué à faire face aux défis environnementaux, mais la plupart d'entre eux se sont considérablement aggravés. L'alarme a été donnée, mais effectivement, jusqu'à maintenant, les autorités, les gens qui ont le pouvoir, n'y répondent pas. Ils font preuve d'une irresponsabilité totale. Alors, il y a un refus de reconnaître la réalité de la situation, un refus de prendre, d'y faire face réellement. Donc, mais on peut dire, puis au début, il y avait ce qu'on appelle le climato-scepticisme. C'est-à-dire, un bon exemple de climato-sceptique, c'est comme Trump. Ils disent, ça n'existe pas. C'est une invention de gens. Puis, il n'y a pas, bonjour, il n'y a pas réellement de réchauffement climatique, il n'y a pas de danger pour la planète, c'est de pure invention. On peut dire qu'il y a eu quand même, parmi la population, un recul du climato-scepticisme. Et un effet de ça, puis vous allez voir, ça est remplacé par ce que j'appelle le climato-négationniste. C'est aussi pire. Les accords de Paris, c'est-à-dire, quand ils se sont rencontrés, ils ont dit, on va faire un accord sur la nécessité de réduire les gaz à effet de serre pour stopper la hausse de température en bas de 2 degrés et, si possible, en bas de 1,5 degrés. Ça, c'est ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Et pour ça, il fallait réduire considérablement les entreprises d'hydrocarbures, il fallait sortir du pétrole, il fallait éliminer l'utilisation du charbon, il fallait éliminer l'utilisation des autos solos, il fallait complètement changer la structure économique et politique des pays. Et bien sûr, non, les actions efficaces ne suivent pas la crise climatique. Pourquoi? Puis il faut le comprendre. Les grandes entreprises pétrolières, gazières, militaires, eux autres considèrent que si effectivement on passe à un autre type d'énergie, ça veut dire que c'est des milliards de dollars d'investissement de leurs capitaux qui vont être dévalués. Et ils ne sont pas prêts à faire ça. Donc, ils ne sont pas prêts à dévaluer leurs avoirs, et comme ils ne sont pas prêts à dévaluer leurs avoirs, ils sont prêts à imposer le maintien des énergies fossiles, malgré ce qui est dit par les scientifiques. Alors, puis les grandes banques aussi. Les grandes banques, ils voient dans les énergies fossiles des occasions d'investissement, des occasions de gains importants. Donc, ils ne veulent pas non plus sortir des énergies fossiles. Alors, naturellement, ils doivent tenir compte un peu des dangers, puis du fait que les gens ils voient bien qu'on n'est pas maintenant, c'est pas quelque chose d'avenir, mais c'est ce qui se passe maintenant, c'est que la crise climatique, on en voit des effets déjà, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, les actions efficaces ne suivent pas face à la crise climatique. Pourquoi? Parce que les gouvernements restent au service des intérêts dominants. Les gouvernements subventionnent les industries pétrolières. Le gouvernement canadien, seulement en 2015, a fourni 3 milliards de dollars, plus de 3 milliards de dollars aux entreprises pétrolières. Alors, ils s'attaquent au règlement, ils protègent l'environnement. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, du temps d'Harper, ils ont tout fait pour diminuer les normes environnementales. Ils soutiennent la construction d'infrastructures
pipeline, port méthanier, etc. Et ils défendent, eux autres, ils défendent ce qu'ils appellent le mix énergétique. C'est-à-dire, on va combiner le pétrole, on va le mettre avec de l'électricité, tirer de l'hydroélectricité, on le mazoute, l'hydrogène, et lorsqu'on lit la politique du gouvernement libéral, ils disent on va s'en aller vers un mix énergétique. Donc, ils ne prennent pas au sérieux le fait qu'il faut sortir des énergies fossiles. On va faire un mix énergétique, puis on va mettre partout sur le territoire du Québec des stations où on va pouvoir utiliser les différentes formes d'énergie, le mazout, l'essence, l'électricité, etc. L'hydrogène. Les voitures à hydrogène sont en rapport maintenant avec Toyota au Japon pour voir si on pourrait développer la filière des voitures à hydrogène au Québec. Alors, effectivement, on les voit. Donc, qu'est-ce qu'on est arrivé maintenant? On est arrivé, on est sorti du climato-scepticisme. Les gens, ils voient bien que là, oui, il y a un réchauffement climatique, mais ils refusent le discours scientifique, c'est-à-dire, oh ben, il faut savoir, ça c'est le discours de Trudeau, établir un équilibre entre l'économie et la lutte au changement climatique. Et donc, ils refusent d'opérer un tournant radical auquel appellent les scientifiques et de plus en plus de groupes citoyens environnementalistes, organisations populaires et syndicales. Donc, ils sont vraiment dans une situation de dénégation. Ils ne veulent pas voir le réel parce que voir le réel, agir de façon conséquente, c'est aller contre leurs intérêts. Parce qu'ils ont des intérêts à protéger leur propre structure. Alors, prenons le gouvernement Harper. Vous savez, le gouvernement Harper, il avait été classé le cancre du climat en 2015. Il occupait le 58e rang sur 68 au palmarès de l'ONU. C'est-à-dire, eux autres, ils étaient presque encore dans le climato-scepticisme. Alors, puis effectivement, il fixait une cible de réduction des gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030 par rapport à 2005, ce qui est vraiment complètement à côté parce que si on prend l'Europe, c'est 40, 50, 60% par rapport effectivement en 1990. Donc, les gens voyaient beaucoup, il y a des secteurs de certains pays qui voyaient beaucoup plus l'urgence d'agir. Alors, il a subventionné l'exploitation pétrolière des sables bitumineux, qui est le pétrole sale par excellence, et ce qu'on appelle les pétroles extrêmes. Parce que maintenant, le pétrole régulier est en train de disparaître. Alors, le pétrole extrême, qu'est-ce qu'on appelle le pétrole extrême? Le pétrole extrême, c'est le pétrole tiré des sables bitumineux, c'est le pétrole tiré où on est obligé de faire de creuser des puits dans les océans. Donc, c'est de plus en plus difficile à obtenir, parce que le pétrole régulier qui gît d'une petite exploitation, on s'en va vers la disparition de ces formes de pétrole-là. Donc, il faut faire le tournant, mais maintenant, quand on veut construire une affaire comme EnergiS, si on le construit maintenant, ou si on l'avait construit dans les années 20, ça veut dire que ces infrastructures-là, c'est pour les années 20, les années 30, les années 40, les années 50. Ça veut dire qu'on était complètement dans les structures, du maintien des structures de pétrole après. Alors, c'est très, très clair. Trudeau, au-delà de l'image. Pour l'image, mais Trudeau, c'est le genre de l'hypocrite par excellence. Hypocrite par excellence, pourquoi? Parce qu'il va dire qu'il est pour la lutte au changement climatique. Il va signer l'accord de Paris. Il va dire on est de retour, nous, dans le club des gens qui luttent pour l'accord de Paris. Mais dans le fond, le bilan du gouvernement canadien, c'est une étonnante continuité. C'est-à-dire, il maintient les cibles du gouvernement Harper, qui étaient des cibles ridicules que tout le monde considérait comme pas assez avancées. Il soutient la construction des pipelines. Il félicite Trump lorsque, effectivement, Trump a dit qu'il allait soutenir la construction de Keystone XL. Il était désolé lorsqu'EnergiS a abandonné son projet. Puis pour ce qui est du Kinder Morgan, non simplement il soutient Kinder Morgan, mais il dit qu'il va intervenir puis il va fournir l'argent à la compagnie pour qu'ils maintiennent l'élargissement du réseau transmontain. C'est un acte. Puis après ça, il se dit écologiste, vert et ça dépasse. Donc, on voit l'affaire. Donc, il soutient, en plus, il soutient le transport maritime par les superpétroliers dans le Saint-Laurent, puis il permet une forte croissance des transports des hydrocarbures par train. Il y a une explosion. Le mot n'est pas...
le mot est bon dans le fond, une explosion de la quantité de pétrole qui est véhiculée par train aussi. En plus des pipelines, parce que des fois, ils jouent « Ah, ben c'est plus sûr, on va construire des pipelines. » C'est pas vrai du tout, c'est un autre mensonge. Ils multiplient la circulation du pétrole par train, par bateau, et ils voudraient bien par pipeline, mais ils trouvent une résistance à l'étape actuelle. Donc, il continue à subventionner l'exploitation pétrolière, il promeut le libre-échange. Regardez ce qu'il fait. Quand il s'en va en France, dernièrement, il s'en va à Paris devant l'Assemblée nationale. Il a dit, nous, on est pour le libre-échange. Mais c'était quoi le centre du CETA? Il faut comprendre. Le centre du CETA, c'était assez clair. Il y avait une règle. L'Union européenne avait une règle qui était de dire, nous n'acceptons pas le pétrole issu des sables bitumineux. Et ils ont négocié tenant. C'est-à-dire, le gouvernement canadien a dit, si vous nous permettez d'exploiter, d'abandonner cette règle et d'envoyer le pétrole tiré des sables bitumineux en Europe, nous allons permettre que les biens publics, les services publics, vous pouvez donner votre possibilité de vous engager dans les services publics québécois. C'est-à-dire qu'on n'utilisera plus, on ne pourra plus utiliser les contrats publics pour développer l'entreprise ici. On s'ouvre à la concurrence étrangère, on s'ouvre à la concurrence européenne. Donc c'est vraiment là, c'est un échange pour effectivement continuer à exploiter le pétrole. Puis il bafoue les Premières Nations. Il leur dit, ah, lui, il met ses plumes de chef, mais il ne donne aucun droit, vraiment, à ces populations-là qui ne veulent pas que ces pipelines-là passent sur leur territoire. Alors, il nie les droits gouvernementaux et provinciaux, comme il veut nier les droits à la Colombie-Britannique à l'heure actuelle. Il nie les droits des municipalités, puis on verra plus tard par rapport, puis c'est la même politique pour le gouvernement du Québec. Alors, le gouvernement Couillard se fait le champion de l'industrie. Le gouvernement Couillard, c'est lui aussi un autre hypocrite. C'est vraiment ça. Il soutient avec enthousiasme les accords de Paris. C'est extraordinaire, les accords de Paris, bravo. Et puis là, lorsque vous lisez sa politique gouvernementale, il dit qu'il va privilégier une économie faible en carbone, il va favoriser une consommation responsable des ménages, des entreprises industrielles, il va tirer pleinement... Ça, c'est leur discours, ça, c'est leur texte à eux autres. Ils vont tirer pleinement parti du potentiel de l'efficacité énergétique, puis il va agir sur les habitudes de déplacement des personnes. Il va adopter une loi zéro charbon, puis il va fixer une cible à 37,5 %. Ça, c'est ce qu'il dit, là, c'est sa politique pour les années 30. Et quand on y regarde à plus près, avec la loi sur les hydrocarbures, qu'est-ce qu'il fait? Il permet l'exploitation du gaz de schiste et du pétrole partout sur le territoire du Québec. Il légalise l'expropriation des citoyennes et des citoyens. C'est-à-dire, si les compagnies ont claimé presque l'ensemble du territoire du Québec, puis s'ils trouvent du pétrole dans le sous-sol, ils peuvent exproprier la personne qui a le sol. C'est vraiment assez hallucinant. Il n'accorde aux municipalités qu'un droit de consultation et d'information, puis il dit que ce n'est pas aux gens qui sont proches. Hein, les gens qui sont proches à décider, aux villes de décider sur les règlements de l'eau, tout ça, ils fixent des choses qui font l'affaire des compagnies. Donc, on est vraiment dans une situation horrible. Il fournit des moyens financiers pour les mesures d'efficacité et les substitutions énergétiques, mais il prend un virage très marqué. Il dit, là, ça c'est le discours complètement, vraiment, là, manipulateur. Il dit que le gaz naturel liquéfié est une énergie verte. Donc, il subventionne Gaz Métro. Mais lorsqu'on regarde un peu les gens qui dirigent Gaz Métro, on s'aperçoit que c'est les mêmes personnes qui dirigeaient SOKIP à l'époque. C'est vraiment là une mafia. Une mafia où il réussit à faire croire que le gaz naturel est supposément un gaz, une énergie. Alors c'est pas vrai du tout. Ça émet le méthane, c'est dangereux, c'est aussi dangereux. Donc effectivement, on sait, il y avait une Marc Brulemer, une citation que j'ai trouvée qui était bien intéressante. Il dit « L'établissement d'une chaîne complète avec la liquéfaction, la distribution, la regazéification et l'utilisation n'ont pas pour effet qu'une impossibilité d'atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Loin d'être un combustible de transition, le gaz naturel nous enfonce plus profondément
sur la voie des changements climatiques. C'est ça la réalité, malgré les belles choses qu'ils nous disent. Alors donc, on est dans une situation, avec les hydrocarbures, je vais aller plus vite sur cette question-là. Donc, j'y vais. C'est les éléments du programme du Parti québécois. OK. Québec solidaire. Québec solidaire dit, écoutez, là, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut un vaste plan à toute une série de niveaux, là. Il faut un vaste plan, et ce vaste plan-là doit comprendre une transformation, d'abord fixer des cibles qui sont les cibles que le GIEC demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en finir avec l'énergie pétrolière. Ça veut dire qu'il faut passer aux énergies vertes. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un... On ne peut pas laisser ça dans les mains des entreprises. Ça veut dire qu'il faut effectivement mettre comme un genre de plan écologique qui est basé sur la propriété publique, qui va permettre de faire des choix qui répondent aux besoins de la population et pas aux besoins des grandes entreprises. Il faut rompre avec le contrôle des grandes entreprises sur notre environnement. Eux autres, ils parlent de l'éolien, le gouvernement. Mais l'éolien, vous savez qui dirige une part substantielle de l'industrie éolienne au Québec? TransCanada, la compagnie pétrolière. Et ils bloquent le développement. Ils le font contre les populations locales, sans associer les populations locales. Donc, on est dans une situation... Pourquoi n'a-t-on pas fait la même chose qu'avec Hydro-Québec? Pourquoi on n'a pas dit qu'il fallait nationaliser l'éolien? Ça, nous, on l'a dit dès 2007. Il faut nationaliser l'éolien. Il faut que ce soit fait partie d'un contrôle général de la population sur nos choix énergétiques. Deuxièmement, il faut un transport public des personnes. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de dire on va subventionner les gens pour qu'ils achètent des autos électriques. Et là, si les autos sont électriques ou en moteur, peut-être qu'ils vont émettre moins de gaz à effet de serre. Ils ne changeront pas le fait qu'ils vont bourrer la circulation, ils vont créer une situation où ça va être encore la logique de l'auto solo. Alors, il ne faut pas simplement créer une petite poussée vers le transport public. Il faut faire un transport public des personnes, il faut qu'il soit électrifié et il faut qu'il soit gratuit. Parce que si tu ne fais pas bouger, s'il n'est pas gratuit, les gens ne bougeront pas, ne changeront pas nécessairement de moyen de transport. Il faut que le transport public devienne la priorité en termes d'investissement, puis il faut qu'il soit gratuit. Alors, il faut développer aussi le transport actif, etc. Bon, ça, c'est particulièrement important. Puis il faut en finir, les autres essayer de faire de l'argent avec la pollution. Donc, ils développent des bourses de carbone, des mécanismes du marché, etc. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche tellement pas que ça fait des années que c'est mis en place et les cibles ne sont pas atteintes et on est loin des cibles. Alors, même des cibles très médiocres que les autres mettent de l'avant. Alors, nous pensons que la stratégie doit être établie démocratiquement par toute la population. Alors, je finis avec ça. À l'heure actuelle, on dit la lutte paie. Quand on se bat, on peut gagner. Est-ce qu'on a gagné lorsqu'on s'est mobilisé contre les centrales au gaz du Suroît? Oui, on a gagné, on les a empêchés. Est-ce qu'on a gagné lorsqu'on a mobilisé contre le NRJS? Oui, on a gagné. Est-ce qu'on a gagné lorsqu'on s'est mobilisé contre la fracturation du gaz de schiste partout sur le territoire québécois dans la vallée du Saint-Laurent? On a gagné, on n'a pas complètement gagné puisqu'ils sont revenus. Mais on a gagné au moins un délai majeur. Donc, la première chose, on dit la lutte paye. Il faut les empêcher de continuer. Alors, il y a comme deux grands axes. Deux grands axes dans le combat. Hein? Puis ces axes-là, c'est Blocadia et Alternativa. C'est-à-dire, il faut bloquer ce qu'ils veulent faire, il faut offrir des alternatives.
Bloquer ce qu'ils veulent faire, c'est pas simplement dire « vous ne devriez pas faire ça ». Non, non, il faut faire comme il a été fait aux États-Unis, comme il est fait encore aux Britanniques. Il faut les empêcher de construire, y compris par l'action. C'est possible. Et il faut le faire. Parce que sans ça, tout ce qu'on dit au début, on n'y croit pas. Mais si on y croit, il faut bloquer leur possibilité de construire de nouveaux pipelines. Il faut bloquer la possibilité d'exploiter le pétrole issu des sables bitumineux. Il faut absolument bloquer la possibilité de construire un réseau de gazoducs partout sur le territoire québécois. Il faut bloquer. Mais il faut offrir une alternative également, de dire, il y a une autre façon de faire. On peut développer des énergies vertes, on peut développer un autre système de transport, on peut faire quelque chose qui va dans l'intérêt, mais ça implique de rompre avec les gens qui décident actuellement. Nous, à Québec solidaire, on dit, à l'heure actuelle, ceci ne sera possible que si, largement, on n'a pas gagné le combat politique. Le combat politique idéologique, c'est de dire, le discours que je tiens, est-ce qu'il peut être un discours partagé largement dans la population? Est-ce qu'il, oui ou non? Spontanément, il ne l'est pas. Spontanément, c'est l'autre discours qui se tient. Il nous faut le pétrole, il faut les voitures, etc. Les gens ne font pas une analyse globale, donc on a une bataille politique à faire. Et c'est un peu ça le sens de dire notre bataille politique qu'on veut faire à Québec solidaire. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on pense qu'on sera au pouvoir ou pas, c'est qu'il faut, à l'étape actuelle, faire un travail politique, un travail de lutte, d'éclaircissement, des prises de conscience environnementalistes qui vont amener la population à dire, effectivement, il faut faire un tournant. Et ça, on ne l'a pas encore gagné. On sait que notre point de vue, c'est encore un point de vue minoritaire, mais on pense qu'avec le développement, la dynamique des crises écologiques et des crises climatiques qui va sauter en pleine face des gens, il va se créer la possibilité de gagner ce combat politique. Alors c'est ça que je soumets à votre discussion. C'est terminé.